l'histoire de la planète évolue sous forme de cycles. C'est-à-dire qu'à chaque ère, on a une nouvelle innovation, une nouvelle invention, une nouvelle technologie qui vient changer. Mais malheureusement, ces innovations-là ou ces changements-là viennent par ailleurs augmenter le rift ou l'écart économique entre la classe des riches et la classe des pauvres. Les pauvres sont davantage pauvres. Le principal élément des richesses, c'était d'avoir les hommes, beaucoup d'hommes, une grande armée ou une grande population. La blockchain, l'intelligence artificielle, c'est la nouvelle tendance. Les gens ne comprendraient pas pourquoi est-ce qu'on dit que la blockchain et l'intelligence artificielle font partie des sujets qui doivent être au centre des politiques économiques gouvernementales en ce moment. Voilà. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo podcast sur la crypto-monnaie, l'intelligence artificielle et bien sûr le développement personnel et aussi le trading. Donc, pour le compte de cette vidéo, on va partir dans la même lancée que les précédentes et bien sûr, dans cette vidéo, on va aborder une thématique assez pétillante qui concerne l'Afrique et il est question bien sûr de pouvoir bien sûr identifier les principaux freins qui empêchent l'adoption fulgurante de la technologie blockchain en Afrique. Quels sont les freins? Pourquoi est-ce que ça n'avance pas du côté de l'Afrique? Pourquoi est-ce que de l'autre côté, ça avance? Mais en Afrique, ça reste à l'état primaire. Quels sont les éléments de solution qu'on pourrait éventuellement engager du côté des Africains afin de pouvoir rendre ceci possible? Donc, je vais avoir à mes côtés, bien sûr, encore notre expert, M. Stéphane, l'auteur du livre Introduction à la crypto-monnaie, qui va bien sûr, avec moi, échanger sur ce sujet afin que nous puissions, bien sûr, dégager déjà, les éléments de frein et bien entendu, par après, dégager les éléments potentiels de solutions qui pourraient être implémentés de manière pratico-pratique. Donc, reste scotché jusqu'à la fin de la vidéo, bien sûr, et surtout, partage au maximum la vidéo afin que nous puissions apporter des solutions concrètes pour une Afrique meilleure. Sans plus tarder, j'accueille ici Stéphane. Alors, bonjour Stéphane. Bonjour, docteur Idriss, et bonjour à toute la communauté. C'est un plaisir de t'avoir ce matin, très tôt ce matin. Le plaisir est toujours partagé de savoir que nous allons partager, discuter pour pouvoir éduquer la communauté. Je crois que c'est depuis quelques années notre raison d'être, c'est notre mission principale et c'est avec plaisir que je participe à ceci avec toi. Merci. Tout à fait, tout à fait. Donc, on va aller dans la même lancée que les autres podcasts déjà en ligne et on va essayer d'aborder des sujets qui sont plutôt assez importants et qui concernent l'Afrique et je pense que ça va plaire à toute la communauté. Donc, je vous invite encore déjà, la famille, de partager au maximum la vidéo parce que ça, c'est des sujets qui, pour ma part, peuvent réellement contribuer à ce que les choses aillent beaucoup plus loin et non qu'on reste à chercher juste les crypto-monnaies sur lesquelles on va investir. OK? Donc, partagez au maximum et bien sûr, invitez vos amis, vos frères, vos soeurs, vos cousins à regarder la vidéo. Alors, Stéphane, es-tu prêt pour ce nouveau podcast? Un soldat est toujours prêt. Voilà, c'est ça même. Donc, voilà. Déjà, la thématique d'aujourd'hui est plutôt assez, pour moi, assez parlante, on va dire. Elle essaye d'évoquer, de toucher la plaie, ok, toucher la plaie parce que forte est de constater qu'il y a quelque chose qui se passe du côté de l'Afrique. Forte est de constater que on n'a pas cette évolution fulgurante qu'on voit tout ailleurs du côté de l'Afrique. On a comme l'impression que le monde continue, la vie continue tranquille, pépère, alors que lorsqu'on regarde de l'autre côté, dans les autres continents, on va dire ça comme ça, chez les voisins, et on ressent une effervescence assez importante en ce qui concerne cette nouvelle technologie blockchain. Déjà, même, commençons par définir la technologie blockchain et en quoi est-ce qu'elle est différente de
de la crypto-monnaie, parce que parfois j'ai comme l'impression qu'il y a souvent cette confusion qui apparaît toujours. Et il faudrait qu'on clarifie déjà pour un premier temps cela. Et dans un deuxième temps, on va essayer peut-être d'évoquer qu'est-ce qui marche chez les autres et qu'est-ce qui ne marche pas pour nous. Alors, quels sont les constats qui sont faits en termes d'évolution ailleurs et quelles sont les choses qu'on ne voit pas apparaître du côté de l'Afrique. Pourquoi est-ce que ça n'avance pas? Donc, je te laisse le soin peut-être d'abord de définir un peu en quelque sorte ce que c'est que blockchain, la technologie blockchain. C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette affaire? Vas-y, je t'écoute. C'est une Je t'écoute, excellente oui. question. C'est une excellente question parce que justement, beaucoup de personnes confondent le Bitcoin à la crypto à la blockchain, tout s'entremêle et à la fin, on ne comprend plus rien. Peut-être pour donner une définition de base, de savoir qu'on a déjà expliqué ici que la crypto-monnaie, c'est un actif digital qui est décentralisé. Mais la blockchain, en réalité, c'est la chose la plus importante parce que la blockchain, c'est cette nouvelle technologie qui vient propulser la crypto-monnaie. Mais c'est quoi la blockchain de manière concrète? Peut-être pour définir la blockchain, il faut expliquer pourquoi le Bitcoin. Je rappelle encore qu'en 2008, le monde faisait face à une crise financière, l'une des plus grosses jusque-là. Et après cette crise, le fondateur du Bitcoin, à savoir Satoshi Nakamoto, a compris en réalité que les banques avaient de nombreuses failles et que le système financier qui jusque-là était centralisé au niveau de ces établissements n'était pas bénéfique aux populations, n'était pas bénéfique à les personnes qui leur confient leur richesse. Et donc, Satoshi Nakamoto a créé la première crypto-monnaie, à savoir le Bitcoin, sous une technologie qu'on appelle la blockchain. Mais l'élément le plus important qu'il mettait en avant ici, c'est de savoir qu'il a bâti ce nouvelle forme d'actif sur une technologie qui permettait de décentraliser le système financier. C'est là qu'entre en scène la blockchain. La blockchain vient donc pour être un registre numérique qui est décentralisé, c'est-à-dire qui n'est pas contrôlé par un organisme central tel qu'une banque. Qu'est-ce que c'est de manière concrète? Tout le monde, je vais dire que toutes les personnes qui ont déjà eu à faire des transactions au niveau des banques savent que les banques tiennent ce qu'on appelle des registres. Alors, lorsque tu fais une transaction financière d'une banque à une autre, par exemple, ces banques-là vont communiquer et vont passer des écritures dans leur registre pour pouvoir faire ces différents mouvements. Cependant, ces registres-là sont centralisés. Et si ces registres sont centralisés, ils font face à de nombreux risques, notamment le fait que la banque peut écrire n'importe quoi dans ses registres. Ce sont les registres qu'elle possède. OK? Le deuxième risque également, c'est le fait que la probabilité de hacking au niveau de la sécurité du système est faible. Ça veut dire que le fait que les données soient centralisées au niveau peut-être des serveurs centraux de la banque fait en sorte que si un pirate s'y met, il peut facilement trouver une faille, entrer en possession des données des différents clients de la banque ou même voler de l'argent, pourquoi pas. Et donc, Satoshi Nakamoto a mis en avant une technologie qui existait déjà, OK, à savoir la blockchain, qui maintenant permet non seulement d'avoir un registre comme celui que les banques ont déjà, OK, mais cette fois-ci, ce registre est décentralisé. C'est-à-dire qu'il n'est pas possédé par un organisme central. L'écriture ou la lecture peut être publique. Ça veut dire que tout ce qui est inscrit dans ce registre peut être vu par le public, par n'importe qui. Et donc, qu'est-ce que ça rapporte en plus? Ça rapporte la traçabilité, ça rapporte la transparence, ça rapporte la sécurité. Alors, si vous avez compris ces trois principaux éléments, vous comprendrez qu'en réalité, en vue du contexte africain, on aurait dit que la blockchain serait taillée pour résoudre les nombreux problèmes qu'on a en Afrique, parce que quand on parle de l'Afrique, on parle par exemple des problèmes avec la corruption. Nous reviendrons tout à l'heure juste pour planter le décor. Mais peut-être avant de passer à la question suivante, il est important de rappeler ceci pour que les gens comprennent quel est l'enjeu. Pourquoi est-ce que, comme j'ai l'habitude de le dire, je pense que le monde est dans une phase où il est en train de se réformer. C'est de savoir que l'histoire de la planète évolue sous forme de cycles. C'est-à-dire qu'à chaque ère, on a une nouvelle innovation, une nouvelle invention, une nouvelle technologie qui vient changer, qui vient redynamiser l'économie mondiale, qui vient reclassifier les grandes puissances économiques mondiales, qui vient créer de nouvelles fortunes, des nouveaux millionnaires,
Mais malheureusement, ces innovations-là ou ces changements-là viennent par ailleurs augmenter le rift ou l'écart économique entre la classe des riches et la classe des pauvres, parce qu'on a constaté depuis ces différentes ères, depuis ces différents vents, que les riches sont davantage riches, les pauvres sont davantage pauvres. Et peut-être que s'il faut aller un peu faire un voyage dans l'histoire, mais aussi faire une analyse juste empirique comme ça des différentes ères, des différents grands moments de richesse, on va partir du fait, docteur, qu'à l'époque, si on parle peut-être d'avant JC, il y a une époque, peut-être les gens ne savent pas, où le principal élément des richesses, c'était d'avoir les hommes, beaucoup d'hommes, une grande armée ou une grande population, et surtout d'avoir les matières premières telles que le maïs et le blé. À cette époque-là, si tu avais une très grande armée, si tu avais le blé, les gens voyageaient pour aller dans ces pays-là pour acheter. Et ces La force puissances-là de étaient travail, tu veux dire. absolument. Et ces puissances-là étaient riches. Mais après, on est passé à la découverte des éléments tels Mais que peut-être l'or. pour ne pas aller peut-être dans parce que ça va peut-être, je vais quand même, ça va perdre un peu l'histoire. Non, J'ai un peu. c'est pour revenir à un élément très important. Docteur, Mhm. sois tranquille. Mhm. Déjà, c'est pour laisser savoir que, parce que on peut venir ici sur cette antenne et dire aux gens que la blockchain, l'intelligence artificielle, c'est la nouvelle tendance. Les gens ne comprendraient pas parce qu'ils ne sauraient pas qu'en réalité, tout comme on est passé de l'acier à l'or, de l'or au pétrole, du pétrole au gaz, du gaz à l'Internet, et Internet aujourd'hui qui a évolué, on se trouve à une ère où c'est la blockchain, c'est l'intelligence artificielle qui est en train de refaçonner les économies. C'était juste déjà pour repositionner le sujet, afin que les gens soient réellement dans ce que nous sommes en fait en train de faire et comprennent pourquoi est-ce qu'on dit que la blockchain et l'intelligence artificielle font partie des sujets qui doivent être au centre des politiques économiques gouvernementales en ce moment. Voilà. Alors, beaucoup revenir sur certains points que tu as pu évoquer. Tu as tantôt précisé que, contrairement au registre centralisé que tient la Banque centrale, que tout le monde, je pense, au moins quelqu'un qui a fait un peu d'économie, doit en savoir. C'est-à-dire, je vais prendre un exemple palpable. Je suis par exemple au Canada, tu es de l'autre côté, je veux t'envoyer de l'argent, je pars à ma banque, je te fais un transfert d'argent. En réalité, l'enregistrement va se passer par d'abord nos deux banques centrales respectives en fonction des pays où on se trouve et avant d'atterrir chez toi. C'est comme ça que ça se passe. Donc, voilà comment le fonctionnement des transferts bancaires se font au niveau traditionnel, on va dire. Oui. Maintenant, contrairement à ce qu'on va avoir actuellement dans l'aspect traditionnel, avec la blockchain, je vais te faire un transfert, ça va en réalité passer par un réseau de validation qui est totalement indépendant d'une banque centrale ou alors d'une institution particulière. Donc, ce sera des personnes comme toi, comme moi, qui ont décidé de participer, on va dire, à la validation et à la sécurisation de l'information, alors du transfert qui a été opéré entre toi et moi. Donc, voilà un peu d'où tient cette sorte de transparence, puisque transparence dans le sens où ça va en été afficher la transaction sur un registre qui est public et la sécurisation dans le sens où ça va éventuellement avoir un réseau de cryptage, on va appeler ça comme ça, de cryptage. Oui. Et un troisième point, je pense, si j'ai peut-être oublié, je crois que il y a la transparence, il y a la sécurisation La et il y a rapidité. aussi la rapidité aussi. Je crois qu'il y a un troisième point que j'oublie peut-être, mais bon, c'est comme vous dites que, en fait, il y a une sorte de différence qui existe déjà à ce niveau-là, qui est que, voilà, le troisième point, c'est la décentralisation, ok, qui est que on ne passe pas, toutes les transactions ne passent pas par la banque centrale. Contrairement à ça, ça passe par un réseau ou alors un sous-réseau du grand réseau, même à la limite. Parce que ce n'est pas tout le monde qui va valider en fait une transaction, c'est une portion on va dire, d'ordinateur comme ça, ou Et alors il faut même de signaler que ces systèmes qui transactions-là vont. peuvent se faire.
entre des personnes, hein. C'est-à-dire que ça peut être ce qu'on appelle le peer-to-peer. Entre toi et Mhm. moi, on peut le faire sans qu'il y ait une tierce, sans qu'il y ait une personne intermédiaire. Et ce sont ces caractéristiques-là qui font de la Mhm. blockchain un système, comme je le disais tantôt tout à l'heure, qui, ma foi, est adapté pour pouvoir aider les économies africaines à pouvoir être boostées. Donc, voilà un peu planter la définition. Et j'espère que c'est plus clair pour l'auditoire. Donc, jusqu'ici, je vous demande bien sûr, la famille, de partager la vidéo et surtout de nous dire en commentaire ce que vous ne comprenez pas sur le sujet pour que par la suite, bien sûr, vous puissiez facilement digérer tous les questionnements qu'on va devoir évoquer ici. Parce que tout est conditionné par la compréhension de la définition qu'on vient de donner. Donc, si vous ne comprenez pas, essayez de poser la question en commentaire. C'est toujours un plaisir de venir apporter des éléments de réponse. Stéphane pourra venir en commentaire vous répondre. Moi aussi, je pourrai venir en commentaire vous répondre. Ça dépendra. Donc, voilà. N'oubliez pas de poser vos questions. OK, on va continuer. Donc, on va continuer. Déjà, j'aimerais peut-être qu'on essaie de faire un petit, on va appeler ça comme un baseline situation, genre une situation de référence, quoi, enfin, un état des lieux, voilà, un état des lieux, c'est mieux dit, un état des lieux de comment est-ce qu'on perçoit l'évolution de cette technologie en Afrique et ailleurs. Si on peut avoir quelques statistiques rapides, ce serait super, ça comme ça. Voilà. Alors, il faut dire que de manière globale, on va commencer par le continent qui est généralement le plus enclin à mettre en avant la technologie, à savoir le continent américain. Au niveau des États-Unis, il est clair qu'ils sont en pleine phase de régulation, parce que la régulation est très importante dans le cadre d'une nouvelle technologie comme celle-là pour protéger les populations, protéger la richesse nationale. Aux États-Unis, on est plus dans la phase de réglementation et aussi dans la phase, j'ai envie de dire, d'exploration. Et il faut savoir que ce n'est pas tout qui est public. Il y a un certain nombre de projets qui sont menés dans le cadre de non seulement l'implémentation de la crypto-monnaie. On va parler, par exemple, du dollar numérique. Ce sont des projets qui sont expérimentés. On va parler des ETF. On en a parlé ici la dernière fois, des ETF. Ce sont des projets qui sont en train d'être, j'ai envie de dire, expérimentés par des grands groupes tels que BlackRock et ces grands Three Arrow Capital et bien d'autres grandes organisations aux États-Unis qui font dans le domaine de la finance, qui sont en train de demander des licences auprès de la SEC. Mais quand tu prends l'aspect crypto-monnaie ou l'aspect blockchain dans le cadre de l'implémentation de la technologie autre que les crypto-monnaies, tu as de nombreux projets, par exemple, qui sont dans le domaine des NFT. Quand je parle des NFT, tu as que ce soit l'UFC, que ce soit l'organisation qui gère le football américain NFL, que ce soit l'organisation qui gère le basketball, la NBA, toutes ces organisations-là utilisent la blockchain aujourd'hui à travers ce qu'on appelle les tokens non fongibles pour promouvoir leurs événements, pour promouvoir, pour vendre leurs produits et se font de centaines de millions de dollars. Mais quand tu vas un peu plus loin, tu as de nombreux projets également qui sont menés par des organisations telles que IBM, OK? Parce que IBM aujourd'hui a une ledger, la ledger IBM qui est utilisée déjà par de nombreuses organisations, notamment également dans le domaine du transport, le transport des marchandises et beaucoup d'autres aspects, même dans le domaine des assurances, qui utilisent ces blockchains-là pour déployer leurs projets. Tu as de nombreux projets, il faut le dire, qui sont encore en train d'être développés, d'autres qui sont en pleine expérimentation. Il est clair qu'au vu de la jeunesse je voulais dire de la technologie, mais de l'adoption, on est encore en pleine phase d'expérimentation aux États-Unis. Et on a quand même deux vents, il faut le dire. D'un côté, on a les États-Unis qui repriment et on a l'impression qu'ils ne veulent même pas qu'il y ait le déploiement de ce qu'on appelle les crypto-monnaies, qui sont une application de la blockchain. Mais de l'autre côté, on a les États-Unis qui financent, qui encensent les grosses organisations telles que, à travers des grosses organisations telles que Google, telles que IBM, telles que Microsoft, pour déployer je vais dire de manière concrète, pour déployer de manière
extensive ou intensive des projets autour de la blockchain. Mais lorsque tu vas un peu plus loin en Amérique latine, en Amérique du Sud, tu as le Brésil, par exemple, qui récemment, je lisais encore, a déployé un projet de la blockchain qui va intégrer l'identité. On parle de plus de 200 millions de personnes qui auront désormais leur identité sur la blockchain. OK? Tout comme nous avons des cartes d'identité dans nos différents pays. Au Brésil, ils ont décidé de concevoir un système qui permettrait que toutes les cartes d'identité soient enregistrées sur la blockchain. Tu as également les pays comme le Venezuela et beaucoup d'autres pays en Amérique du Sud qui sont en train d'utiliser la blockchain dans le cadre de la création de ce qu'on a appelé des monnaies numériques de banque centrale et qui déploient également au niveau de leurs entreprises, au niveau des banques, des projets qui vont permettre de l'intégration de la technologie blockchain au niveau des banques. Mais quand tu vas plus au concurrent principal de l'Amérique du Nord, c'est-à-dire l'Asie et plus précisément la Chine et le Japon, tu as de nombreux projets qui sont davantage également un peu sur le même style de politique, c'est-à-dire qu'on réprimande les cryptos, on ne veut pas le déploiement massif des cryptos, mais par ailleurs, on investit des milliards, on investit davantage des milliards dans le développement des technologies blockchain au niveau des banques, au niveau de l'éducation en Chine, parce qu'il faut rappeler qu'en Chine, cette rentrée, il y a des universités, je pense à Shanghai ou à Changsha, qui ont implémenté, qui est en train d'expérimenter la possibilité de faire des cours dans le métavers et de donner également aux étudiants à l'international, par exemple, de s'inscrire dans ces universités-là en Chine, de rester dans leur pays et de prendre des cours dans le métavers. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le métavers, c'est un monde virtuel dans lequel on peut se mouvoir à l'aide de sa personnalité virtuelle qu'on appelle un avatar. Par exemple, prendre cours dans ce qu'on appelle le métavers serait peut-être différent de ce que vous voyez en ce moment, peut-être faire une réunion sur Zoom, parce que ça vous donnerait l'impression d'être dans une salle de classe 3D où vous pouvez interagir avec vos camarades que vous pourrez voir, mais qui seront représentés à l'aide de leurs avatars. Vous allez voir votre enseignant comme si vous étiez dans l'enceinte ou dans l'amphi de manière physique, mais vous serez dans un monde virtuel. Ils sont en train de développer des technologies dans ce sens-là en Chine. Ils sont également en train d'utiliser la blockchain dans le cadre du supply chain, dans le cadre des chaînes de distribution, pour évidemment davantage savoir comment traquer non seulement la provenance, absolument, la provenance des produits qui arrivent sur le marché au niveau des supermarchés, mais aussi apporter plus de transparence, comme tu disais, de crédibilité et donner la possibilité aux marques de pouvoir utiliser cette technologie pour pouvoir promouvoir leur activité. Maintenant, lorsque tu vas en Europe, l'Europe a toujours beaucoup fait dans le luxe, parce que quand tu vas en Europe, tu vois les marques comme Dolce Gabbana, les marques telles que, je voulais dire Nike, Nike également implémenté, telles que Louis Vuitton, OK, qui ont implémenté la blockchain à travers des projets liés aux tokens non fongibles et de manière alors concrète. Qui ont utilisé pour être plus précis, en fait. Quand je dis implémenter, justement, c'est qu'aujourd'hui, tu as un Dolce Gabbana ou un Louis Vuitton qui te donne la possibilité, lorsque tu achètes un sac, d'avoir ce qu'on appelle un token non fongible, qui est comme un certificat d'authenticité de ce sac que tu aurais acheté, par exemple, à 20 000 euros. Parce qu'il faut savoir que l'industrie du luxe, et comme toutes les industries par ailleurs dans le domaine de la grande distribution, dans le domaine de la mode et bien d'autres, a toujours fait face à la contrebande. Ça, c'est clair. Et aujourd'hui, les tokens non fongibles avec la blockchain les permet d'avoir comme un certificat d'authenticité de ces produits de luxe-là. Donc, Louis Vuitton, Dolce Gabbana, Giorgio Armani, tous ont implémenté ces projets et vendent des NFT allant de 1 000 $ à plus de 100 000 $, il faut le dire, qui permettent aussi d'avoir un certain nombre d'avantages. Donc, c'est de montrer comme ça que des projets sont implémentés dans ce sens. On a parlé de Nike, Adidas, si on revient encore, on est toujours dans la mode. Ces entreprises ont davantage utilisé les tokens non fongibles pour tokeniser leurs produits. Tokeniser leurs produits, ça veut tout simplement dire que tu achètes non seulement le produit physique, mais il te donne également une représentation virtuelle ou un outil
qui permet de garantir l'authenticité et la propriété de cet actif physique-là. Donc, en Europe, on a plus vu des éléments dans ce cadre, mais en Europe, on parle aussi beaucoup de la réglementation. Je lisais encore tout à l'heure le régulateur dans le domaine financier européen. Je pense que d'ici la fin de ce mois ou le mois à venir, voudrait davantage statuer de manière publique sur le projet MiCA, qui est le projet, à mon sens, qui a été développé, le projet de loi développé pour réglementer les crypto-monnaies. Il voudrait encore soumettre cela au public pour voir l'assentiment du public par rapport à cela. Évidemment, peut-être pour essayer de recadrer ces lois afin qu'elles ne puissent pas être perçues comme étant des lois agressives, mais qu'elles facilitent l'implémentation ou l'introduction des organisations dans l'implémentation de cette technologie. Donc, quand tu viens maintenant en Afrique, tu n'as plus en réalité cet engouement de masse. J'ai envie de dire, tu as plus un engouement qui est sporadique. C'est-à-dire que lorsqu'on vient en Afrique, on va voir le Nord avec le Nigeria qui est largement en tête lorsque les statistiques que j'ai lues récemment qui venaient de CoinGecko, un agrégateur de crypto-monnaies, cette statistique disait que lorsqu'on regarde l'engouement ou le degré d'adoption en Afrique et même dans le monde en termes de crypto-monnaies, le Nigeria a plus de 60%. OK? Dans cette liste-là, qui est une liste d'environ 20 États, tu trouves le Nigeria en tête avec 60%. Tu trouves l'Afrique du Sud qui suit avec moins de 20%. Tu trouves... J'ai vu cette statistique-là. Absolument. Tu trouves le Maroc, tu trouves la Tunisie, tu trouves également l'Éthiopie, tu trouves le Kenya, tu trouves un peu l'Ouganda, mais j'ai été frustré de voir que tu trouves aucun pays en Afrique centrale. Évidemment, on trouve la Côte d'Ivoire qui se démarque toujours légèrement, mais peut-être on reviendra là-dessus tout à l'heure pour évoquer les raisons, mais cependant, en Afrique centrale, tu trouves aucun pays. Et en Afrique francophone même, c'est ce que j'appellerais l'Afrique francophone, qui forcément ne se prend pas toujours pour des pays africains qui se trouvent dans la liste. En réalité, ce sont des pays qui ont un certain développement sur le plan économique que tu retrouves dans la liste. Malgré cela, leur taux d'adoption ou d'implémentation n'est pas assez grand comme ceux que tu trouves dans les pays qu'on appellerait anglo-saxons, notamment l'Afrique du Sud, le Nigeria, qui a été financé cette année, selon également les statistiques, à hauteur de pratique plus de 100 millions de dollars en ce qui concerne les entreprises ou les startups qui ont implémenté la blockchain. Et ces capitaux-là ne sont pas les capitaux du gouvernement nigérien, mais des ventures, des structures de financement absolument américaines, européennes et autres qui ont compris que le Nigeria, fort de plus de ses 200 millions d'habitants, a compris l'avantage d'implémenter cette nouvelle technologie et s'y met aussi bien dans le domaine des crypto-monnaies, on l'a vu avec le INAIRA, on l'a vu avec la réglementation de la Banque centrale nigérienne, mais aussi et surtout au niveau de la technologie. Je peux vous dire qu'il y a une organisation qui est l'une des plus grandes dans le domaine de l'éducation massive en ce qui concerne la blockchain. Et lorsque tu vas dans cette organisation et que tu consultes un peu les statistiques, tu te rends compte que le Nigeria est parmi des nations où on a plus de développeurs ou de personnes qui font dans d'autres domaines de la technologie qui veulent apprendre au développement sur la blockchain. Donc, voilà de manière globale l'état de l'Afrique et l'état du monde en ce qui concerne l'implémentation de la blockchain et ses applications. Oui, je pense que tu as évoqué quand même une vue transversale, plus ou moins, on va dire ça comme ça. Et je pense que c'était plutôt assez intéressant d'écouter cela. Peut-être pour compléter un peu, ou alors pour alimenter un peu ce que tu as tantôt précisé. Dans l'industrie, pour revenir dans l'industrie du luxe, ok, ce qui se passe, c'est que beaucoup de personnes se posent la question de savoir pourquoi est-ce qu'on devrait implémenter des NFT pour des produits de luxe. En réalité, c'est tout simplement parce que la majorité des produits de luxe peuvent également être des produits qui prennent de la valeur, peuvent être considérés comme des actifs, en fait. C'est ce que beaucoup ne comprennent pas en général. Quand tu achètes, en fait, déjà d'entrée de jeu,
l'univers du luxe est très je vais dire, contre-intuitif par rapport à ce qu'on peut voir dans un marché standard. Le luxe est en général ciblé pour les riches. Et en général, quand quelqu'un se sent dans la classe des super riches, plus c'est cher, plus c'est bon. Plus c'est cher, plus c'est rare, plus c'est encore très bon. Tu vois? Et donc, du coup, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que lorsqu'il y a déjà effet de contrefaçon, créer un NFT vient maintenant marteler le fait que ceci est authentique, ceci est unique, tu vois, et donc du coup, ou alors, ça peut ne pas être unique, bon, c'est unique dans le sens où ça a un code, mais en réalité, ça apporte cette authenticité-là, que si par exemple, plus tard, une personne qui a acheté une voiture de luxe voudrait la revendre plus tard à une autre personne, qui ne va pas être n'importe qui, certainement, va facilement la vendre parce qu'elle va prouver cette authenticité-là. Ou alors un sac Même très une cher, bouteille de vin, hein. une Même une bouteille de bouteille de vin. vin. Voilà. C'est tous ces éléments-là que parfois on croit que c'est juste des trucs de consommation, mais en réalité, ça a déjà ce background d'abord d'être un actif qui prend de la valeur dans le temps parce qu'il y a un effet de rareté, il y a un effet de rareté dans la collection. Donc, ça fait que quand les plateformes de luxe, là, Gucci, Dolce Gabbana, Louis Vuitton et autres, implémentent ce genre d'aspect, c'est à leur avantage en réalité. Donc, c'était pour peut-être appuyer ce que tu as tantôt dit sur le luxe. Maintenant, une autre chose que je vais peut-être ajouter sur tout ce que tu as dit certainement, il ne faut pas oublier que les banques centrales de partout dans le monde sont en train d'implémenter des CBDC. Il ne faut pas oublier cela. Et qui dit implémenter des CBDC, c'est entrer en fait dans l'univers des actifs numériques. C'est entrer dans l'univers où éventuellement euh, des crypto-monnaies vont être largement utilisées, que ce soit au niveau des entreprises, mais aussi au niveau des particuliers. On va également citer beaucoup de projets. Donc, je crois que tu as cité des projets dans ce sens-là, les projets de transfert, surtout du côté de l'Amérique du Sud, avec le Salvador, avec, je crois, le Venezuela, si je ne me trompe pas. Il y a des projets dans ce sens-là. Oui. En Afrique, il y a quelques-uns que j'ai pu voir passer, mais ce n'est pas encore ça. Il y a par exemple aussi le projet Bitland qui avait été implémenté du côté du Ghana. Question de pouvoir, on va dire, apporter une sorte d'authenticité au foncier. Donc, c'est un peu une sorte d'appeler ça quoi? Une sorte Pour tokeniser les terres. une tokenisation. On en Voilà. parlera tout à l'heure parce que justement, Voilà. il y a ces éléments-là qu'il faut C'est pour développer. évoquer quelques-uns des projets peut-être que j'ai vu passer, entre autres, et qui éventuellement sont en Afrique. Mais par contre, ce qu'il faut aussi marteler, je pense du côté de l'Afrique, précisément du côté de l'Afrique centrale, je pense que la Banque centrale avait évoqué quelque chose dans le sens où elle disait que les crypto-monnaies, c'est de l'arnaque. Donc, vous voyez un peu le différentiel qui existe entre ce qui se passe ailleurs et ce qui se passe, par exemple, je prends en Afrique centrale encore une fois. Ailleurs, pendant que les banques centrales sont en train de mettre en place, supposons, les monnaies numériques, okay? Ce qui se passe en Afrique, on dit, ah, les crypto-monnaies, c'est l'arnaque, c'est l'arnaque, c'est l'arnaque. Vous voyez un peu ce différentiel-là, cette discrimination en termes d'observation. Ça montre que, clairement parlant, d'un côté, il y a cette envie de vouloir, on va dire, faire avec ce qui se passe, ou alors ne pas être à la traîne de la technologie qui est en train de prendre une ascension fulgurante. Alors que de l'autre côté, on veut rester un peu, on va appeler ça conservateur. Est-ce que c'est exprès? Est-ce que c'est fait exprès? Est-ce que ce n'est pas fait exprès? Personne ne le saura. Mais le constat est là. Il n'y a pas de volonté de vouloir avancer. Ça, c'est l'un des aspects. Donc, c'est juste pour alimenter un peu ce que tu as déjà dit et qui est Et assez déjà costaud.
Donc, pour ne pas tirer de long en Et large, pour peut-être qu'on aller dans le va... même ordre Mhm. d'idée, hein, pour aller Oui, dans le vas-y. même ordre d'idée, il faut savoir, et je l'ai dit ici en introduction, chaque grande tendance technologique vient aider les nations soit à se propulser, soit au moins à se développer. Tu as parlé de la Banque centrale au niveau de l'Afrique centrale qui ne voudrait pas. Il faut déjà dire une chose qui est certaine. Peu importe qui m'écoute aujourd'hui, peu importe qui va écouter cette vidéo, c'est inévitable. Parce que si la Banque centrale au niveau de l'Europe, au niveau de la France, je vais dire les banques centrales en Europe, au niveau des États-Unis, au niveau de l'Asie, toutes sont en train d'implémenter ce qu'on appelle des monnaies numériques de banque centrale. Ce n'est pas parce qu'elles ont le choix. C'est parce qu'on a introduit tout à l'heure la blockchain, montrer comment elle fonctionne. C'est pour continuer à avoir un certain contrôle, pour éviter que cette affaire qu'on appelle la monnaie leur échappe. Peut-être que la Absolument. Banque centrale en Afrique veut continuer un peu à résister, mais elle va tout simplement se rendre à l'évidence que c'est impossible. Pourquoi c'est impossible? Parce que quand les populations vont réellement connaître ce que c'est. Par exemple, que les crypto-monnaies, parce qu'il s'agit de ça quand on parle déjà de banque. Quand elles comprendraient, quand un investisseur qui a l'habitude d'acheter des marchandises de 100 millions de francs chaque mois en Chine et qui paye lorsqu'il utilise le franc CFA au niveau du risque de change, au niveau des transactions entre les banques qui se trouvent en train de payer entre 7 et 10 de frais pour cette transaction-là comprendrait qu'à l'aide de la blockchain et des crypto-monnaies, il ne va pas payer plus de 2% ou d'1%. Vous pensez que qu'est-ce qu'il voudrait utiliser? Quelle est l'option qu'il va Et de choisir? surcroît, ça va prendre du temps. Il n'y a pas de débat, absolument. Il comprendrait que, évidemment, je vais utiliser les crypto-monnaies. Docteur, je parle par expérience parce que de nombreuses personnes m'ont déjà contacté, que ce soit de la Côte d'Ivoire ou de certains pays, qui sont des personnes qui achètent, par exemple, en Chine et dire qu'elles ont besoin, par exemple, d'acheter le Bitcoin à hauteur de plus de 100 millions ou certains qui ont l'habitude d'acheter des produits, par exemple, dans le domaine de la santé en Chine, te disent qu'elles veulent faire une transaction de 10 millions et qu'en passant par certaines banques que nous connaissons, elles se trouvent en train de payer pratiquement le million pour une transaction de 10 millions de francs et la transaction met parfois 72 heures ou 48 heures. Alors, imaginez quand ces personnes-là vont être informées et éduquées, parce que voilà un des éléments qui fait le frein en Afrique centrale. Les gens ne sont pas encore informés et éduqués par On rapport va à cette revenir nouvelle dessus. technologie. Et Mhm. justement, quand les gens seront au courant, il faut comprendre que la Banque centrale ne pourra que implémenter. J'ai plutôt peur en ce moment qu'il soit trop tard et qu'en ce moment, je ne sais pas quel est le nom qu'ils vont donner à cette monnaie numérique de Banque centrale, mais imaginons que ce sont le CFA, que personne n'utilise cela. Ah, ils n'auront pas le choix. Je pense qu'ils vont utiliser. Si c'est l'Afrique là, moi je suis sûr. Absolument, absolument. Bref, bref, bref. Alors, entrons donc dans les freins, les éléments de frein. Alors, je vais donc poser la question simple de savoir quels sont donc les principaux freins qu'on pourrait identifier et qui empêchent concrètement cet élan fulgurant qu'on voit ailleurs en Afrique, ou alors précisément en Afrique francophone, pour être plus précis. Parce que le constat est fait en Afrique anglophone, il y a un peu plus de volonté, mais parlons quand même de manière générale. Quels sont les freins principaux? Alors, je t'écoute. Je vais classer ceci en deux grandes catégories, ce que j'appelle les freins Mhm. majeurs et ce qu'on appellera les freins mineurs. Les freins OK. majeurs, c'est au niveau des politiques, plus précisément en Afrique francophone, en Afrique centrale. Les freins Mhm. majeurs, c'est les politiques qui, pour moi, ne sont pas de bonne foi. C'est-à-dire que, je l'ai dit ici d'entrée de jeu, la blockchain apporte trois principales caractéristiques: la transparence, la sécurité et la rapidité des transactions. Et ces trois caractéristiques sont liées au fait qu'elle est décentralisée. Alors, le fait qu'elle est décentralisée dit en effet qu'on n'a plus des organismes centraux, par exemple, comme les banques centrales, par exemple, comme certaines organisations administratives qui dominent les données, qui contrôlent les données, qui peuvent dicter la chose. Et c'est de savoir, par exemple, pourquoi je vais dire que c'est la mauvaise volonté politique. Ils ne sont pas naïfs. Certains dirigeants ont compris, par exemple, qu'en implémentant la blockchain, on peut créer un système de vote qui permettrait qu'on n'attende plus forcément que
les votes soient comptés ou qu'il y ait des jours avant qu'il y ait les élections. La blockchain peut permettre de créer des systèmes de vote sécurisés, hautement sécurisés, où les voix sont comptées à temps et vues par tout le monde. C'est-à-dire que au même moment qu'on vote en live, comme les jeunes disent, on voit les décomptes par région, par bureau de vote et autres, et que lorsqu'on boucle les élections, clairement, on voit qui a gagné sans que l'homme n'ait besoin d'appuyer un bouton. Alors, vous pensez que quelqu'un qui veut s'éterniser au pouvoir voudrait qu'on utilise ce genre de technologie ou même que les populations soient au courant? Non. Donc, il y a d'abord cette mauvaise volonté-là. Maintenant, si on revient aussi au fait que, par exemple, tu parlais de la monnaie aujourd'hui. Parce qu'il faut comprendre que ceux qui nourrissent les économies sont les entrepreneurs, sont les hommes d'affaires, c'est ceux qui font le commerce. Tu penses qu'un commerçant qui chaque mois dépense entre 5 et 10 de ses frais de transaction et peut-être 30 ou 40 de son bénéfice parce qu'il va acheter à l'international, comprendre qu'il va utiliser la blockchain, il va donner le choix au gouvernement de pouvoir l'implémenter. Non. Ce qui fait donc que en amont, le gouvernement n'en parle même pas. Ce n'est pas comme le cas dans notre nation où on en parle, où on sait que même si le gouvernement est en train de réprimer, au moins il régule. Mais dans nos États, on n'en parle même pas. Donc, il y a d'abord cette mauvaise volonté. Ce que moi, je ne sais pas, excusez-moi, mais je ne sais pas autrement comment qualifier cela. Maintenant, le fait, peut-être, c'est ignorer qu'il y a des milliards d'autres possibilités derrière cela. Peut-être on en parlera tout à l'heure, des possibilités et des opportunités qu'il y a derrière cette technologie pour développer l'Afrique. Mais on reste au niveau des freins. Ça, c'est le premier frein majeur. Le deuxième frein majeur, à mon avis, c'est la technologie déjà que nous avons en ce moment. C'est-à-dire que les infrastructures technologiques que nous avons ne sont pas encore tellement adaptées, par exemple, pour adopter aujourd'hui, si on utilise ce qu'on appelle le métavers, si une entreprise veut développer, par exemple, une institution virtuelle, ou imagine que le gouvernement veut décider de créer ce qu'on voit à Dubaï, parce que Dubaï a créé, par exemple, le ministère de l'économie, tu as la version métavers du ministère de l'économie, où les gens peuvent s'y rendre à l'aide de leur ordinateur pour poser des questions, pour remplir certaines formalités. Imagine qu'on décide de l'implémenter en Afrique centrale ou dans certains États. Ce serait difficile, à l'aide de la connexion Internet, des bandes passantes que nous avons, par exemple, de pouvoir interagir aisément dans le métavers. Donc, il faut reconnaître aussi qu'au niveau de l'infrastructure technologique, la plateforme en place n'est pas encore tellement adapté. Mais ça ne doit pas être un frein en soi. Je viendrai d'ailleurs, parce que l'Inde, quand tu regardes même le Nigeria, beaucoup de personnes restent, ils voient le Nigeria à la télé, ils pensent que quand tu vas au Nigeria, tu te rends compte que la bande passante, par exemple, au Cameroun, est nettement mieux que dans la plupart des États au Nigeria. Je le dis parce qu'on l'a expérimenté en ce qui concerne Internet. OK? Donc, ce n'est pas un fait qui pourrait être tellement un frein, c'est un fait en réalité qui est gérable. Maintenant, quand tu viens dans ce que j'appelle les freins mineurs, dans les freins mineurs, tu as l'éducation. Docteur, l'éducation, c'est la Est-ce base. que c'est pas majeur? Quand je dis majeur, peut-être il faudrait que j'explique ce que j'ai appelé majeur et mineur. Un Mhm. fait mineur ici pour moi, c'est un fait qui, même s'il est implémenté, sans qu'en amont, sans que dans le fait majeur, si on n'a pas levé le frein majeur, ça ne servirait à rien. Je veux dire que toi et moi, aujourd'hui, on sait, on connaît, on a au moins des bribes de base de connaissances par rapport à la blockchain, mais est-ce qu'on peut implémenter des projets dans ce sens dans un pays où ce n'est pas régulé? Toute chose que tu feras, on dira que ce n'est pas régulé ou tu ne trouveras même pas le cadre pour enregistrer ces solutions-là. Donc, c'est pour ça que j'ai qualifié la réglementation, la volonté politique de fait majeur, parce que tout commence par là. Aujourd'hui, au Cameroun, par exemple, tu as l'Agence de régulation des télécommunications. Si tu crées une Mhm. application, par exemple, qui est liée à la blockchain ou qui a certaines fonctionnalités, je doute que dans les textes et autres qu'ils aient prévus, par exemple, je doute que pour le moment, ce n'est pas leur fait, parce que cette technologie est nouvelle. Je doute donc que les textes soient déjà à jour pour permettre que les licences qui peuvent être délivrées dans le cadre de l'implémentation de cette technologie-là puissent déjà être disponibles. C'est pour ça que j'ai parlé de faits majeurs et mineurs. Donc, à la base, il faut d'abord que l'État régule et que l'État fasse un travail de base pour pouvoir inciter
les personnes qui maintenant vont mettre en œuvre ce que j'appelle les faits mineurs à pouvoir se développer. Donc, on a parlé, voilà, on a parlé de l'éducation dans les faits mineurs parce que les gens ne sont pas au courant. Les gens confondent blockchain et crypto, Bitcoin et crypto, tout est mélangé. Alors, quand on parle aujourd'hui d'éducation, docteur, il faut comprendre, et on se le disait tout à l'heure avant l'interview, qu'on ne peut pas créer un système éducatif pour un pays comme la Centrafrique, par exemple, qui soit calqué sur un système éducatif pour un pays tel que la Belgique ou la France. Ce n'est pas possible parce que la Belgique ou la France a un système économique déjà défini. Elles ont un certain nombre d'infrastructures. Le besoin en termes de ressources humaines est différent que le besoin en termes de ressources humaines, par exemple, au Tchad ou en Centrafrique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit l'effervescence des réseaux sociaux. Je ne suis pas en train de me perdre, je suis dans le sujet pour parler encore de l'éducation. Aujourd'hui, par exemple, en Afrique, je vais vous dire ce que font les autres au Pakistan. Au Pakistan et en Inde, dans leurs universités, on a déployé des programmes qui sont liés, par exemple, au management des plateformes de WhatsApp, au management des groupes sur WhatsApp, au management, par exemple, des plateformes, des activités sur Facebook, des groupes Facebook, au déploiement des activités sur des plateformes comme Discord et bien d'autres. Ce qui fait en sorte que les entreprises américaines, les entreprises en Europe vont rechercher la main-d'œuvre dans ces pays-là pour leur payer peut-être la moitié de ce qu'elles auraient payé si elles embauchaient des gens qui se trouvent dans leur pays. Donc, quand je parle ici d'éducation, c'est de savoir que l'éducation devait non seulement permettre de créer la richesse, parce que certainement, aujourd'hui, on a ce qu'on appelle le work remote, le travail à distance, qui est de plus en plus croissant. Les entreprises qui implémentent la blockchain peut-être dans les pays développés seraient obligées de venir rechercher la main-d'œuvre dans les pays comme les nôtres parce qu'elles devaient gagner en termes, par exemple, de masse salariale en embauchant une certaine partie de leurs effectifs dans ces pays-là. Mais aussi qu'une entreprise qui vient, par exemple, qui vient des États-Unis, je vais vous donner un exemple concret. J'ai eu une réunion il y a environ un mois avec le responsable de partenariat de l'une des top 5 des plus grosses crypto-monnaies et blockchain Cardano. Je crois que tu connais la blockchain Cardano ou la crypto-monnaie Cardano. Et ils sont en train de déployer des projets en Afrique. Sauf que l'approche qu'ils ont utilisée et qu'ils ont compris, parce que c'est la seule blockchain qui se déploie vraiment en Afrique en termes de projet, blockchain, pas en termes de crypto, OK? Parce que d'autres viennent pour prendre juste votre argent et créer des plateformes pour acheter et vendre des cryptos, mais d'autres viennent avec des projets pour résoudre les problèmes. Alors, l'approche qu'ils ont utilisée en ce moment pour l'Éthiopie, par exemple, c'est de former, aller dans les universités éthiopiennes, former les meilleurs qui sont ceux qui deviennent les développeurs blockchain en Éthiopie. Et c'est ces gens-là qui, par le support de la Fondation Cardano, développent des projets qui sont liés aux besoins en Éthiopie. Et on parle par exemple de l'implémentation d'une plateforme qui va permettre de créer des identités pour des élèves partant de l'école primaire jusqu'à l'université. Ça veut dire que sur cette plateforme-là enregistrée sur la blockchain, l'employeur demain serait capable de savoir quelle moyenne avait cet enfant au cours élémentaire 1, cours élémentaire 2, 6e, jusqu'à la fin de son parcours, quels sont les diplômes qu'il a eus, et d'où encore on voit ici une fois de plus la transparence et la sécurité dans le système éducatif. Donc, on va laisser ce deuxième point-là qui est le système éducatif. Rappelez-vous qu'on a ça parlé. reste assez mineur en fait. Pardon. Absolument. Ça reste assez mineur puisque c'est en fait, je pense que aux dernières nouvelles, je crois qu'ils étaient en mode test, des choses comme ça. Oui, Si je ne me trompe pas. ils sont en train de tester parce que c'est une plateforme quand même qui doit prendre 5 millions de jeunes Éthiopiens. Si on va, et pour le moment, ce sera la plateforme blockchain qui aura un trafic le plus élevé. Donc, tu comprends qu'au niveau de ce qu'on appelle la scalability, on dit en anglais scalability, le trafic sur la plateforme, pour que le trafic soit fluide, il faut bien tester cela afin d'éviter les bugs. Donc, c'est la raison pour laquelle ils vont pas à pas. Donc, quand tu as fini avec ce troisième critère-là et ce deuxième critère mineur, on a parlé de l'éducation, on a également parlé de l'infrastructure technologique. Tu vas également voir, forcément, tu vas également voir au niveau de l'aspect social et culturel
ce problème de mentalité. Parce que ce n'est pas à dédouaner. On ne va pas toujours seulement accuser les Occidentaux, parce que j'ai écouté quelqu'un me dire hier, oh, le problème de l'Afrique, ils reviennent à la citation que Césaire avait dit que le malheur de l'Afrique, c'est d'avoir rencontré la France. Non, ça, c'était valable peut-être il y a encore 10 et 20 ans. Mais aujourd'hui, je crois que l'Afrique, précisément certains pays francophones, ont tous les armes pour prendre leur avenir en main. Sauf que on a encore un problème de culture et de mentalité qui fait en sorte que on voit certaines technologies comme la blockchain comme une technologie de contrôle, OK? Parce que quand on parle de monnaie numérique de banque centrale, il faut aussi savoir que d'autres s'offusquent de cela parce qu'ils pensent que leurs transactions seraient traquées, parce qu'ils pensent que aussi la blockchain, peut-être ça a la transparence, mais ça va les Mais ils obliger. oublient que même jusqu'ici, leurs transactions sont aussi traquées. Absolument. C'est pour ça que je parle justement de mentalité, de manque de connaissances. Donc, tu as ces éléments-là, si on va se limiter à ça pour ne pas aller loin. Il y a d'autres critères qu'on peut citer parce qu'il faut savoir que le manque d'éducation englobe aussi beaucoup d'autres éléments. Beaucoup d'entreprises qui viennent en Afrique aujourd'hui implémenter la blockchain viennent avec un produit. Et moi, ça m'offusque vraiment. Ils viennent avec un produit qui est la banque. Parce qu'ils disent que plus de 3 milliards de personnes ne sont pas bancarisées. La majeure partie de la population africaine n'est pas bancarisée. Alors, la question principale que moi j'ai à poser à toutes ces entreprises étrangères qui viennent en Afrique pour implémenter la blockchain en utilisant les systèmes de finances décentralisés, c'est de dire que si les Africains ne sont pas bancarisés en majorité, déjà, c'est parce qu'ils n'ont même pas ces revenus supplémentaires à mettre en banque. La plupart survivent. OK? Et si la plupart survivent, comment elles vont utiliser ces plateformes de DeFi? Qu'est-ce qu'elles vont mettre sur ces plateformes de DeFi? Je crois qu'on va répondre à cette question plus tard, peut-être en parlant des éléments qui peuvent être implémentés au niveau de la blockchain pour pouvoir aider l'Afrique à se propulser. Mais Ou voilà alors, quelques ça mots. peut faire déjà l'objet d'une autre vidéo. Donc, ouais, ça Pourquoi peut faire. pas? Peut-être si ça va faire l'objet d'une autre vidéo, permets-moi de donner de manière globale pour qu'ils comprennent que c'est essentiel. Ce qu'on va dire dans cette vidéo-là, c'est de savoir que, docteur, chaque nation, grande nation, s'est déployée sur ses forces. Si tu vas en Chine, pas plus tard que dans les années 50 et 60, un pays comme le Cameroun était pratiquement à un même niveau économique que la Chine. OK? Sauf que la Chine a joué sur sa population, au fait que sa population était dense. Elle a implémenté quelque chose, c'est l'éducation à outrance de ces hommes-là, ce qui a obligé les entreprises américaines à venir s'installer là-bas pour pouvoir produire massivement, sachant qu'ils trouvaient une main-d'œuvre moins chère. Sauf qu'en s'installant là-bas, peut-être de manière inconsciente, elles ont aussi transmis quoi, la technologie. Et aujourd'hui, la Chine, où elle est, où elle est. Quand tu prends l'Europe, précisément la France, par exemple, la France est une grande puissance aujourd'hui, mais je peux vous dire que la France n'a pas grand-chose en termes de production, je vais dire en termes de matières premières et autres, mais la France, c'est l'industrie du luxe. C'est l'industrie où on quitte les États-Unis pour aller s'amuser. La France, c'est l'industrie de la mode. Les riches, Bernard Arnault, les gens ne savent pas, ils pensent que ce n'est qu'Elon Musk. Récemment, les dernières statistiques, le plus riche au monde, c'était Bernard Arnault, c'est un Français. Et c'est un des propriétaires d'une de ces grosses marques. Donc, la France, c'est l'industrie du luxe. La France a compris. Et c'est ça qu'elle vend. Je le cite comme ça, docteur, pour que tu vois que chacune de ces nations, on pouvait citer les autres, mais le temps nous est imparti. Les gens ont déjà vu où je vais en venir. Chacune de ces grandes nations-là implémente la blockchain dans le cadre de ses forces. La France, aujourd'hui, l'a implémenté dans le cadre de l'industrie du luxe. C'est d'abord le premier élément qu'ils ont mis en avant. L'Afrique va implémenter dans quoi? L'Afrique va attendre que les gens viennent de l'extérieur et produisent des plateformes de DeFi ou des wallets. Qu'est-ce qu'on va mettre sur ces wallets si on n'a pas 5 francs? L'Afrique devrait penser, tu l'as parlé, tu l'as dit tout à l'heure, à utiliser la blockchain, par exemple dans le cadre de mobilier, par exemple dans le cadre des matières premières, par exemple dans le cadre de l'appel à financement de la diaspora. Aujourd'hui, on a de nombreuses groupes. Déjà pour un peu te couper, tu as parlé des projets qui viennent s'implémenter en Afrique en proposant des solutions DeFi. Et je pense qu'en réalité, s'ils le font, c'est parce que c'est des solutions aussi faciles à implémenter. C'est en réalité facile à implémenter. C'est pas très complexe. Donc, des autres solutions, je pense qu'ils ont beaucoup plus de
vais dire quoi, d'obstacles à rencontrer, c'est ça. Déjà, entre autres, et c'est pas la seule, c'est pas la seule raison, mais c'est entre autres comme la raison, pardon, l'une des raisons qui fait que, déjà, un, c'est la finance, c'est l'argent. Ok, quand on parle de finance, c'est l'argent, donc facilement, ça va Il faire est un peu clair d'argent. que, sans te Et contredire, il est voilà. clair que ne nous cachons pas, parce que c'est un milieu, c'est Mhm. des gens, quand je t'ai dit, j'ai une réunion avec le directeur de partenariat des Cardano, c'est les gens avec qui on cause parfois. Je peux vous dire que il est clair que c'est d'abord pour se faire de l'argent. Laissons le fait que c'est pour développer. L'Afrique va être développée par les Africains. C'est Ces ça. entreprises viennent d'abord pour se faire de l'argent. C'est pour ça que ce sont les exchanges. Alors, docteur, si on dit que c'est facile, pour que quelqu'un qui ne sait pas quelle est l'importance d'avoir un compte bancaire sache quelle est l'importance d'aller télécharger une application sur son téléphone, avoir un wallet, savoir comment manipuler cela, savoir comment éviter pour se faire arnaquer. Je pense qu'il est bien plus difficile d'éduquer quelqu'un à faire cela que d'éduquer quelqu'un à enregistrer ses terres, par exemple, sur une plateforme qui va lui donner la possibilité de tokeniser sa parcelle de terrain ou peut-être juste même avec son téléphone sans Internet, il peut le faire. Donc, peut-être on en parlera prochainement. C'était juste pour planter le décor. Et je vais Oui, finir oui. par ceci, de dire que aujourd'hui, on a des grosses entreprises qui viennent financer des projets en Afrique, font des marchés qu'on appelle des BOT, Build Operational Transmission, donc ils construisent, ils gèrent, ils récupèrent leur argent, ils transmettent à l'État. Mais par exemple, quand tu vas dans une industrie telle que le diamant et bien d'autres matières premières, tu te rends compte que beaucoup d'organisations qui viennent exploiter cela se font plus de 300, 400, 500, même 1000% de bénéfices. Alors, pourquoi ne pas utiliser la blockchain pour permettre à la diaspora qui a beaucoup d'argent, par exemple, de participer au financement de ce genre de projet? La blockchain peut permettre de le faire, de tokeniser ce genre de projet et faire en sorte que l'argent reste sur le territoire, même si on va aller utiliser des entreprises externes pour être des partenaires techniques, c'est-à-dire ceux-là qui vont exploiter, qui vont aller rechercher ces pierres précieuses, les biens d'autres. Il y a beaucoup d'autres projets comme ça qui peuvent être implémentés à l'aide de la blockchain et qui peuvent véritablement booster l'économie africaine. Alors, pour ajouter de l'eau à ton moulin, je vais tout simplement dire que déjà, pour structurer un peu ça, je vais dire que l'Afrique a deux forces principales. OK? La première force, comme tu l'as déjà évoqué, c'est les ressources minières, les ressources naturelles, de manière globale. Ça voudrait dire qu'il faut mettre en place, à mon avis, un plan de sécurisation de ces ressources et bien sûr, éventuellement de tokenisation qui soit véritablement bien fait, excessivement bien fait. Parce qu'en réalité, le truc, c'est que tu le fais mal, il y aura des arnaques, il y aura des hacks, il y aura des trucs qui vont peut-être faire pleurer beaucoup de personnes. Parce que c'est des terrains fertiles pour des arnaqueurs, c'est des terrains fertiles pour des hackers. On en subit au quotidien, on entend des arnaques à tout bout de champ, des hacks à tout bout de champ. Tu restes du jour au lendemain, ton wallet a disparu, tu vois, enfin, ton argent a disparu dans ton wallet. C'est des contextes qu'on vit au quotidien en réalité. Ouais. Donc, ça veut dire qu'il faudra réellement travailler cet aspect. Donc, moi, ça peut être un point sur lequel on met vraiment de l'accent. Parce que ça, je pense que nulle personne ne peut contester cet aspect-là. C'est une force. Donc, sous une approche ricardienne, il faudrait naturellement, déjà intégrer cet aspect-là. Une autre chose, j'ai parlé des ressources humaines. Bon, le terme ressources, là, ça ne me plaît pas, mais on va parler un peu techniquement parlant. Donc, ressources humaines, l'Afrique représente à presque 70% des jeunes. Et qui dit jeunes, dit des personnes qui sont ouvertes à pouvoir apprendre de nouvelles choses, à Ouais. pouvoir vraiment embrasser la technologie en question. C'est pour faire simple. Donc, un focus peut être mis en place sur ces jeunes-là pour pouvoir non seulement éventuellement les former à cette nouvelle technologie, pourquoi pas proposer des services à l'échelle internationale. Ouais. Voilà. Donc, pour moi, c'est clairement sur ces aspects-là que l'Afrique peut véritablement jouer. D'ailleurs, tu as parlé de l'aide.
tu as parlé de l'Inde. Et l'Inde joue clairement sur cet aspect-là. Si on va par exemple à Silicon Valley, on va se rendre compte que beaucoup de PDG sont des Indiens, sinon des Asiatiques pour faire général. Donc, l'Inde, pour focuser sur l'Inde, on va dire que l'Inde a réellement cette politique-là où elle essaie de former des jeunes en les projetant dans cette possibilité-là, qui est que tu peux te former bien en informatique, par exemple, très bien, non? Et ça pourrait te permettre éventuellement d'aller à la Silicon Valley, travailler dans une grosse boîte, ainsi de suite, ainsi de suite. Et je pense que tous les Africains, enfin tous les pays africains peuvent réellement implémenter ça. Ça ne demande pas de faire des efforts monstrueux. Ça ne demande pas de créer quelque chose de magique. C'est juste une volonté politique. Encore, on revient à ce facteur fort, que tu as appelé facteur majeur, qui est la volonté politique. Donc, on voit qu'en réalité, il y a des choses à faire. Il y a réellement des choses à faire. Il faut réellement que des solutions soient mises en place, déjà dans un cadre de volonté politique pour commencer, éventuellement, et aussi dans un cadre euh, on va dire quoi, de mise en place des infrastructures nécessaires, utiles, qui vont faciliter ce processus. Parce que s'il n'y a pas d'infrastructure, s'il n'y a pas Internet, s'il n'y a pas d'électricité, rien n'est possible. Là, on est d'accord, on s'entend. On est d'accord. Donc, en tout cas, tu l'as évoqué, j'ai fait juste un résumé. Hein. Je fais juste un résumé. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas si tu as des choses à ajouter là-dessus. Internet, c'est l'essence, c'est le carburant de l'évolution de la nouvelle ère. Internet, c'est son carburant. S'il n'y a pas Internet, c'est vrai qu'on a pour habitude de se cacher derrière ce retard technologique-là et dire que, oh non, vous allez voir combien de personnes ont accès à Internet, combien de personnes ont un téléphone Android. Non, on doit voir par rapport au progrès, on doit avoir une vision sur 5 à 10 années à venir. On ne doit pas se contenter de nos problèmes ou développer notre stratégie de développement sur la situation actuelle. Certes, on doit prendre en compte cette situation-là, mais on doit se projeter dans les 5 à 10 ans, pourquoi pas 20 ans à venir. Peut-être pour conclure de mon côté, ce que je peux dire de manière globale sur tout ce que nous avons dit ici, c'est de savoir que le monde évolue et que dans les années 60-90, on est parti d'Internet qui a évolué de la version 1 à la version 2 à la version 3 aujourd'hui. Et à chaque fois, si peut-être pour être concret, vous allez vous rendre compte que la vitesse avec laquelle un monsieur comme Mark Zuckerberg, qui a créé Facebook dans ce que j'appelle le Web 2, est devenu l'un des hommes les plus riches au monde, la vitesse avec laquelle il a fait ses milliards était 10 fois supérieure à la vitesse avec laquelle quelqu'un comme Steve Jobs ou encore Bill Gates a fait ses milliards dans le temps. Et aujourd'hui, on est dans le Web 3, c'est-à-dire que la vitesse avec laquelle les futurs PDG des organisations qui utilisent la blockchain vont faire leur richesse, ce serait également peut-être 10, pourquoi fois 100 fois supérieur avec la vitesse avec laquelle les Zuckerberg. Et il faut rappeler que les Zuckerberg ont fait des milliards à échelle de entre 3 et 5 ans. OK? Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est le seul siècle, c'est le seul moment depuis le début de l'humanité où il est possible de passer ce cap-là. Mais moi, je ne regarde pas seulement l'enrichissement personnel parce que les jeunes, quand ils regardent ces vidéos, si généralement, ils recherchent la possibilité de s'enrichir vite. Ça, c'est la plus grande erreur. Au niveau macro, c'est-à-dire au niveau de nos États, au niveau du continent, il serait plus judicieux, docteur, tu l'as dit, je reviens dessus, de mettre en place des programmes éducatifs qui ont une vision portée sur le fait que la population africaine aura la capacité d'être une main-d'œuvre importante pour ces nations. Et je vais rappeler une chose parce que c'est ce que nous on vit. Moi, je vis en Afrique, mais la plupart de mes revenus viennent de l'extérieur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si dans un pays, par exemple, comme le Cameroun, nous sommes 1 million, par exemple, à travailler à distance et qu'on reçoive seulement en moyenne, qu'on reçoive en moyenne 1000 $ par mois. Docteur, combien est-ce que ça ferait dans le PIB camerounais chaque mois? Ça ferait 1 milliard de dollars. Bon, on va dire que j'ai mis là-bas très haut, 1000 $. C'est possible. Il y a les développeurs qui travaillent en Afrique depuis la Silicon Valley, comme tu as dit, et qui reçoivent 4 000, 5 000, 8 000 $ par mois. Bon,
on va dire que j'ai exagéré. Prenons des petits métiers où vous recevez en moyenne $500 par mois, $600. Moi, j'aime pas penser ainsi, mais peut-être il faut le dire pour que les gens s'y trouvent un peu. $500, si vous êtes 1 million de personnes à recevoir $500, ça fait 500 millions de dollars. Qu'est-ce que ça fait en termes de CFA? Qu'est-ce que ça ferait dans l'économie? Est-ce que ça ne va pas booster l'économie? Sachant qu'une personne qui travaille en Afrique, c'est au moins 10 personnes qui comptent, qui en réalité va pouvoir vivre des poches de cette personne-là. Qu'est-ce que ça va apporter? Donc, c'est très important de comprendre que, premièrement, il faut laisser l'égoïsme politique à côté. Oublier de penser que ces solutions vont apporter la clarté et la transparence dans la gestion politique et nous mettre nos business de côté et penser peut-être pour une fois à l'évolution de nos pays et au bien-être des populations. Je vais dire ceci pour finir, parce que voici le crime qui sera fait. C'est de savoir que ces choses vont permettre que ceux qui sont de l'autre côté s'enrichissent encore. Et il faut savoir que l'argent n'est pas quelque chose qui apparaît et disparaît. Si quelqu'un s'enrichit, ça veut dire que quelqu'un d'autre s'est appauvri. Alors, si ces gens s'enrichissent davantage, absolument, si ces autres s'enrichissent davantage, ça veut dire qu'on va davantage s'appauvrir. Est-ce que c'est ça que nos dirigeants veulent? C'est la question. On a pour une fois, l'humanité nous a donné, et ça ne va plus jamais se produire pendant au moins 100 ans. L'humanité nous a donné la possibilité d'avoir une nouvelle tendance où peut-être on ne va pas se battre au même niveau, mais au moins où on peut avoir notre part, sur le gâteau. Il est temps de déployer des stratégies. J'ai parlé de l'éducation, j'ai parlé de la réglementation qui vont permettre que dans les 5 à 10 années à venir, au moins dans les 5 ans sur le moyen terme, qu'on ait des gens en Afrique qui soient capables de travailler pour des entreprises en Europe et partout, mais qui sont dans leur pays et que cet argent qu'ils vont recevoir, même si ce n'est pas au même niveau que ceux qui sont là-bas, puisse permettre de booster l'économie. Il y a beaucoup d'autres choses. Il est temps de prendre ces décisions-là et éviter des égoïsmes politiques. Oui, tout à fait, tout à fait. Il faut éviter l'égoïsme politique parce que force est de constater que malheureusement, le politicien a tendance à vouloir tout politiser parce qu'il a peur que soit il va plus recevoir des voix, soit il va plus pouvoir contrôler ce qu'il contrôlait. Or, si vraiment l'idée est de vouloir en toute sincérité contribuer à ce que les populations soient bien, parce que parfois on voudrait que le pays soit bien, alors que c'est les populations qui doivent être bien, en fait, les deux à la fois. Si les populations se sentent bien, mais pas dans une illusion, encore une fois, je pense que c'est suffisant. Mais si c'est que le pays est bien, alors qu'en interne, lorsqu'on regarde les populations ne sont pas bien, sache que le politicien sache qu'il a échoué avec les pieds en l'air. C'est aussi simple que ça. Donc, pour moi, le politicien doit chasser son ego et faciliter en réalité la mise en place des solutions qui vont contribuer à développer les avantages comparatifs des pays africains. Ce que j'appelle avantages comparatifs des pays africains, encore une fois, c'est tout simplement les forces sur lesquelles l'Afrique peut s'appesantir pour prendre avantage en fait de cette évolution technologique, de cette nouveauté technologique. Et donc, du coup, les focus sur lesquels on a évoqué, pour être plus précis, c'est l'éducation, c'est non seulement l'éducation, ok, l'éducation principalement, mais aussi on a parlé des infrastructures, sans qu'il faut oublier le fait qu'on doit penser aussi à favoriser la recherche. Oui. Okay? On doit revient favoriser encore à la recherche. l'éducation. Okay? Parce que si il n'y a pas de recherche, il n'y a pas d'innovation. Okay? Donc, on devrait même commencer, sans te couper, par la mise en place. Je vois souvent des très gros décrets qui passent ici et là. La mise en place d'un centre de recherche blockchain. voilà. Un centre de recherche blockchain qui aura pour rôle ici d'étudier en fonction de la structure économique et de nos forces, comme tu dis, en fonction de la structure économique et de nos forces, de proposer à l'État
les projets qui peuvent être implémentés, non seulement au niveau de l'administration du gouvernement de manière globale, mais aussi au niveau du secteur privé et aussi au niveau peut-être des autres aspects comme la santé, l'éducation et bien d'autres, pour que de manière globale, tout ceci puisse booster l'économie à une échelle de 5 à 10 ans. Tout à fait. Donc, est-ce que tu as quelques mots à dire pour conclure, pour qu'on termine cette capsule? Je te Docteur, laisse temps exprimer. que, nos hommes politiques se mettent à jour. Parce que j'ai très mal au cœur quand je regarde ce qui se fait. J'ai l'impression que certains sont dans les capsules. C'est vrai que d'autres ne vont pas aimer ce discours, mais je ne veux pas qu'on m'aime ou qu'on ne m'aime pas. Ce n'est pas important. Quand tu as la possibilité de travailler un peu avec d'autres personnes et de voir ce qui se passe sous d'autres cieux, ce n'est pas qu'on veut calquer. Parce que, comme je le disais d'entrée de jeu, on ne peut pas implémenter les mêmes stratégies des États-Unis ou de la France au Cameroun. Ça ne peut pas marcher parce qu'on n'a pas les mêmes besoins. Mais au moins, on peut apprendre de ce qui se fait. Et quand je dis apprendre de ce qui se fait, c'est de savoir qu'on n'a pas besoin d'avoir un doctorat comme toi, docteur, pour savoir que aujourd'hui, le monde est en train de faire face à une transition. C'est pour ça que vous voyez toutes ces guerres. Ces guerres, ce n'est pas juste une histoire de terrain, c'est aussi une histoire où la technologie est derrière. Parce que la technologie permet aussi de créer des armes. Et qui a les armes plus puissantes, c'est ceux qui dominent le monde. Donc, il est temps de savoir que le monde fait face à une transition technologique et que derrière chaque transfert technologique, il y a également un transfert énorme de masse monétaire et de réfléchir comment, pour une fois, au moins que certains États ont commencé à s'émanciper réellement, comment, une fois qu'on est déjà libre de toute attache extérieure, on peut utiliser la technologie qui a le vent en poupe pour pouvoir euh, capitaliser sur nos forces, booster nos économies et résoudre le seul problème qui, pour moi, au-delà de tous les gros Français qu'on écoute souvent dans les médias, le seul problème qui est à résoudre, comment l'individu lambda qui est de tel pays ou de tel pays dans nos pays, comment la population, quand je dis même la population, c'est encore global, comment chaque individu pourra vivre de manière décente. Qu'est-ce que je dis vivre de manière décente? Ce n'est pas forcément du jour au lendemain avoir des véhicules et se construire des palaces, mais au moins avoir déjà l'accès à l'éducation, avoir l'accès à l'électricité. Mais c'est fou qu'on parle encore de ces problèmes basiques. Aujourd'hui, Dieu a donné quelque chose d'exceptionnel en Afrique, c'est d'avoir des ressources naturelles telles que le soleil, telles que bien d'autres. Moi, j'ai vu certains pays qui, parce qu'elles avaient ces forces de la nature, là, ont attiré des grosses entreprises qui sont venues installer, par exemple, ce qu'on appelait des fermes de minage de Bitcoin. Et ces fermes de minage-là ont permis d'alimenter les zones en électricité où elles se trouvaient, mais aussi de produire beaucoup d'argent pour ces États. Pourquoi pas nous? Il est temps de prendre des décisions qui s'imposent. Tout à fait, Merci. tout à fait, tout à fait. Il est temps de prendre des décisions qui s'imposent et qui vont éventuellement contribuer à ce que, non seulement d'un point de vue économique, des choses soient faites et qui favorisent bien sûr l'évolution des populations, le développement des populations, mais aussi qui vont éventuellement contribuer aussi d'un point de vue, on va dire, individuel pour chacun d'entre nous, parce que tout ça, ça va non seulement favoriser certaines facilités à l'échelle macro, mais ça va aussi contribuer éventuellement à l'accroissement du revenu individuel et pourquoi pas du bonheur individuel qui sait. Donc voilà, c'est sur ce point qu'on va essayer de conclure. Donc merci encore Stéphane d'avoir été aussi temps tout au long de la session. Et c'était un plaisir pour moi d'échanger sur le sujet. Et je pense que le sujet a été super intéressant. Déjà, dites-moi en commentaire, la famille, si ça vous a plu. Et si ça vous a plu, sincèrement, je vous demande de partager ceci au maximum afin que ça puisse impacter, n'est-ce pas, toutes nos communautés africaines et pourquoi pas toucher les dirigeants, n'est-ce pas, de partout ailleurs dans le monde, enfin dans l'Afrique principalement, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Mais aussi, pour ceux qui s'y intéressent, encore une fois, je le précise, vous avez le livre Initiation à la crypto-monnaie qui est avec nous. Donc, pour ceux qui veulent commander, prenez le soin de nous contacter via le numéro qui s'affiche en dessous là, sur la bannière des finances. Et ça vous permettra bien sûr d'entrer en possession de votre livre et de la plateforme qui va avec, parce que ce n'est pas que le livre que vous recevez, mais il y a une plateforme où on
fournit de l'actualité sur les crypto-monnaies, des articles qui vont permettre d'être à jour. Et même si vous avez des questions, nous avons des groupes WhatsApp dans lesquels vous pouvez communiquer, poser des questions et avoir des éléments de réponse, hein. Donc, n'ayez pas peur, vous êtes au bon endroit et au bon moment. Donc, voilà, je vais m'arrêter sur ce point et je vous remercie. À très, très bientôt, Stéphane. Ciao.